Bienvenue sur La nymphe et la sorcière, le podcast où les expertes d'aujourd'hui racontent les héroïnes d'hier. Pour moi, Méduse a toujours été un monstre à abattre. Il y a un monstre laid et terrifiant, dangereux, et le héros, un homme fort et bienfaiteur, va héroïquement l'assassiner et sauver l'humanité. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Quand j'ai replongé dans les mythes, j'ai été effarée. Car Méduse ne devient un monstre qu'en châtiment pour un crime qu'elle n'a non seulement pas commis, mais dont elle est en plus la victime. Un viol, par le dieu Poséidon, lui vaut d'être changée en monstre, puis traquée et abattue par le héros, tandis qu'elle se réfugiait dans une grotte parmi ses sœurs. Encore une fois, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Heureusement, le monde n'a pas attendu que j'aie cette épiphanie pour se réapproprier la figure de Méduse. Des arts visuels à l'art du tatouage, des romans de fiction à l'activisme féministe, la société a compris que Méduse était la victime d'un dieu et d'un système, et a décidé d'en faire l'héroïne qu'elle aurait toujours dû être. Ainsi, avec cet épisode, je vous propose un format hybride, ou chimère pourrait-on dire, mêlant notre habituelle exploration 360 d'un personnage féminin antique, et une rencontre avec une artiste et militante féministe qui a un lien très fort à Méduse. En effet, pour cet épisode, j'ai eu l'honneur de recevoir Noémie Fachan, alias Maedusa Gorgone. Noémie est autrice de BD et illustratrice et s'exprime sur Instagram à travers son avatar @MaedusAGorgone. À travers son personnage, Maedusa, une gorgone d'aujourd'hui, Noémie prend la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer les violences sexuelles et les discriminations sexistes. Noémie est aussi l'autrice de plusieurs bandes dessinées publiées aux éditions Ati, ainsi que d'une série de bandes dessinées mythologiques publiées aux éditions Le Duc, dont le premier tome, L'œil de la Gorgone, nous intéressera plus particulièrement dans cet épisode. Ensemble, nous avons parlé de Méduse. Nous avons parlé des gorgones, de serpents, de monstres, de laideur et de marginalité. Du héros Persée, de la rivalité entre la déesse Athéna et le dieu Poséidon, du poète Ovide et de ses métamorphoses. Mais nous avons également parlé du film Percy Jackson, des pouvoirs des X-Men et de Superman, d'amulettes et de tatouages, d'Instagram, de Freud et de Mark Zuckerberg, de création de contenu et de bande dessinée. Surtout, nous avons parlé de violence à l'encontre des femmes, de patriarcat ou de matriarcat, de rivalité féminine ou de sororité, de réécriture féministe des mythes et de projection contemporaine sur les récits antiques. J'espère que cette rencontre avec Noémie vous plaira autant qu'à moi et je vous invite à rejoindre notre conversation au sujet de Méduse. Eh bien, bonjour Noémie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast aujourd'hui. Avec plaisir. Les gens te connaissent aussi sous ton alias d'Instagram, Maedusa. Maedusa, tout à fait. On peut dire Médusa, il n'y a pas de problème. Maedusa, Gorgone d'aujourd'hui. Ouais. Donc on est ici pour parler de ton personnage favori, j'imagine, même si on pourra en discuter plus tard. Absolument, oui, mon obsession même, tu peux y aller. Obsession, parfait. Donc pour parler de ton personnage obsession, donc Médusa ou Méduse. Donc avant d'aborder vraiment ta création artistique et tes contenus, on peut d'abord essayer de retracer un peu qui était Médusa dans l'Antiquité, à commencer par la figure d'une gorgone, puisque Méduse, c'est l'une des 3 gorgones. Alors, qui sont les gorgones à l'origine ? Et bien en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que les gorgones deviennent 3 au fur et à mesure du temps, mais au départ, la gorgone, elle est toute seule. La gorgone, a priori, on retrace son parcours à peu près, on va dire, entre 1000 et 800 ans avant Jésus-Christ, dans des représentations sur les frontons des temples, dans des mosaïques. Voilà, on a ce personnage qu'a priori on appelle Gorgo. Et Gorgo, c'est juste un onomatopée en fait, c'est un peu l'équivalent de notre grrr moderne, c'est un grognement bestial. Donc en fait, c'est une bête, a priori, elle fait partie du bestiaire des enfers. C'est une gardienne des enfers, mais elle a pas figure humaine, elle ressemble à une gargouille, elle a des défenses de sanglier, elle a des serpents sur la tête, mais elle a aussi des ailes dans le dos, elle a des mains de métal, enfin voilà, c'est un monstre, c'est vraiment un monstre. Elle est pas particulièrement humaine et elle a rien de féminin. Mais voilà, elle s'appelle Gorgo et c'est une figure des enfers.
On va la retrouver chez Homère, donc Homère c'est 8e siècle avant Jésus-Christ, qui parle d'elle comme une gardienne des enfers. Il n'y a pas vraiment d'histoire, d'après ce qu'on en sait bien entendu. Hein. On rappelle que ce qu'on sait de l'Antiquité, c'est ce qu'on a retrouvé. Donc en réalité, voilà, l'Antiquité c'est long et l'Antiquité c'est vaste. Tout le bassin méditerranéen fait circuler des histoires. Donc évidemment, à chaque fois, les régions se l'approprient, les différents artistes aussi vont donner leur petit plus ou leur petit moins au personnage. Donc voilà. A priori, ce qu'on sait, c'est que Gorgo, elle vient de là. Et puis c'est vraiment avec le temps, au fur et à mesure des siècles, dans l'Antiquité grecque, divers poètes vont s'approprier cette figure de la Gorgone. Et petit à petit, elle va, s'humaniser, 2, se féminiser, et elle va rejoindre un peu un pattern qu'on va retrouver qui est 3 figures monstrueuses féminines. On a les harpies qui sont 3, qui sont des femmes, on a les furies qui sont 3, qui sont des femmes, on a les grées qui sont 3, qui sont des femmes, on a les gorgones, enfin voilà, il y a vraiment cette espèce de pattern, et finalement la Gorgone, la figure de la Gorgone, elle va se fondre dans ce pattern. Donc voilà, on va trouver ça chez Hésiode, enfin voilà, on va trouver ça chez pas mal de poètes. C'est difficile de savoir qui a commencé en fait, parce qu'encore une fois, retracer le parcours d'un mythe, c'est tout un art en fait, et toute une histoire. Donc on pourrait pas trop dire qu'il y a la paternité de chaque étape, mais en tout cas voilà, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'au fur et à mesure des siècles, la Gorgone, ça devient une Gorgone parmi 3 sœurs Gorgones. Et finalement, des noms, des véritables noms qui signifient quelque chose leur sont donnés. On a Sténo, Euryalé et Méduse, la plus jeune des 3 Gorgones. Voilà un petit peu l'histoire, la première phase de cette transformation, de cette métamorphose. Et donc ce sont en fait à l'époque plutôt des visuels, donc on a vraiment cette face de Gorgone avec les dents de sanglier, les cheveux, donc c'est une Gorgone sans corps, et notamment sans corps féminin. T'as dit qu'elle se faisait féminiser plus tard, ça veut dire que là, est-ce qu'on lui attribue même un genre féminin au début, ou c'est... Alors au tout départ, encore une fois c'est compliqué de le savoir, il y a des apparitions où il y a un phallus, mais est-ce que le phallus veut dire la masculinité ? En réalité, on trouve plein d'occurrences aussi de représentations de dieux et de déesses en Hermès, comme on dit. Et en Hermès, ça veut dire que le bas du corps, c'est un espèce de monolithe. Les jambes ne sont pas sculptées, mais il y a un phallus. Et au-dessus, il peut y avoir la représentation d'un dieu ou d'une déesse. Okay. Donc au final, est-ce que la représentation d'un phallus, ça veut vraiment dire que l'on genre la figure au masculin ? En fait, ça c'est compliqué aussi, quoi. Donc en tout cas, voilà, elle a un corps en fait, la Gorgone, un corps avec des ailes, un corps avec des griffes. Elle a un corps plutôt d'animal. En fait, c'est une chimère au départ, la Gorgone. D'après ce qu'on en sait au début, la Gorgone, c'est celle qu'on appelle Gorgo, est une chimère. Elle ressemble plutôt à un monstre. Et puis voilà, au fur et à mesure des siècles, elle va de plus en plus prendre forme humaine et de plus en plus prendre forme féminine, et elle va s'inscrire dans la triade des Gorgones. Exactement, donc au début également, on n'en a pas forcément 3. Homère parle de Gorgo, gardienne des enfers. Est-ce qu'il y en a d'autres ? On ne sait pas. Très bien. Donc la deuxième étape un peu du parcours de ce personnage, c'est donc qu'elle acquiert un corps féminin, un prénom Méduse et 2 sœurs, et donc on a cette triade avec Méduse au sein de 2 sœurs. Et avec les différentes versions qu'en donnent les poètes grecs au fur et à mesure du temps, pendant toute l'Antiquité grecque, il va y avoir véritablement un mythe qui va se construire autour de cette personne. On va dire, voilà, si elle devient une figure monstrueuse avec des serpents sur la tête, c'est qu'il y a une malédiction. D'où vient la malédiction ? Et alors là, on a plusieurs versions. Ce serait parce que Athéna a transformé cette personne pour se venger. Se venger de quoi ? Selon les versions, Méduse était beaucoup trop belle pour être tolérée par les déesses de l'Olympe, et donc Athéna lui donne cette leçon d'humilité en transformant cette chevelure magnifique en nid de serpent. Selon d'autres versions, il y aurait péché, c'est-à-dire que Méduse aurait forniqué avec Poséidon. Et donc pour punir en tout cas ce péché, Athéna intervient et transforme Méduse en monstre. Et puis sinon, la version qui va un petit peu rentrer dans l'histoire grâce à Ovide, poète latin, qui écrit aux alentours de l'an 0. Donc tu vois, il arrive vraiment après des siècles et des siècles déjà d'interprétations différentes de Méduse. Et donc Ovide, lui, il va vraiment écrire noir sur blanc qu'il y a une violence sexuelle aux prémices de ce mythe. Il y a le fait que Méduse, divinité primordiale, devenue prêtresse d'Athéna au moment où les Olympiens ont pris le pouvoir, Méduse va subir le viol de Poséidon, donc
Non, elle ne fornique pas. Non, elle n'est pas orgueilleuse avec sa belle chevelure. C'est une histoire de viol qui va faire que Athéna, courroucée d'un viol qui a eu lieu dans son propre temple, prend des sanctions, mais malheureusement pas contre le violeur, contre la victime, contre Méduse. Apprenez que Méduse brillait jadis de tout l'éclat de la beauté, qu'elle fut l'objet des vœux empressés de 1000 amants. J'ai connu des personnes qui l'ont vue et qui rendent ce témoignage. On dit que le dieu des mers fut épris de ses charmes et osa profaner avec elle le temple de Pallas. La déesse rougit, détourna ses yeux modestes et les cacha sous son égide. Pour venger ses autels souillés, elle changea les cheveux de Méduse en serpents. Ovide, Les Métamorphoses, livre 4. Et donc là, c'est encore une autre version, et c'est celle qui finalement a eu le plus de succès à travers notre histoire à nous. C'est celle qu'on a gardée parce que finalement l'Antiquité grecque, elle a été beaucoup transmise à nous autres Européens du XXe siècle grâce à l'Empire romain en fait. Donc finalement, c'est la version d'Ovide qu'on a un petit peu consacrée comme étant la version majoritaire. Oui, puisqu'Ovide est un poète latin de l'Empire romain. Très bien. Athéna punit la victime. C'est courant, ça. En fait, oui, finalement, quand on se penche sur les textes de l'Antiquité, on se rend compte que les déesses, elles sont souvent traitées sous le prisme de la jalousie et de la rivalité féminine. C'est un peu leur moteur d'action, numéro 1, que les poètes ne questionnent pas du tout. Bon, en fait, ça s'explique de façon assez rationnelle. La société grecque, même si évidemment elle est multiforme, il y a des disparités régionales immenses, et puis vous imaginez que sur 8 siècles, 9 siècles, un millénaire, la société n'est absolument pas monolithique, mais malgré tout, on reste dans des sociétés quand même très patriarcales. La société dans laquelle écrit Ovide est extrêmement patriarcale. Et puis au fur et à mesure des siècles après ça, dans l'ère chrétienne, on va avoir moult interprétations successives par aussi des hommes qui vivent globalement dans des sociétés très patriarcales. Donc en fait, c'est vraiment des couches de patriarcat par-dessus des couches de patriarcat, cette histoire-là. Et donc voilà, oui, dans les textes de l'Antiquité, bien souvent, la motivation des déesses, c'est la jalousie, c'est la rivalité féminine. Donc oui, il y a quelque chose d'inexplicable, et c'est pour ça qu'il y a une faille pour nous, avec notre regard actuel. Il y a quelque chose d'inexplicable dans le mythe par Ovide. On a cette prêtresse d'Athéna, Méduse en l'occurrence, qui est violée dans le temple d'Athéna par Poséidon. Et Athéna décide de réagir comment ? En punissant Méduse, et en transformant sa chevelure en nid de serpent, et en lui donnant le fameux regard pétrifiant. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Admettons que Athéna soit tellement vieille école que pour elle, il y a eu un viol, et bien il faut punir la victime. Donc déjà, en premier niveau de « ah bon, c'est pas très logique ». Mais admettons, elle l'a punie en faisant quoi ? En lui donnant la plus grande arme imaginable, le pouvoir pétrifiant. Ça n'a aucun sens, Ovide, aucun. Mais bon, c'est comme ça que Ovide bricole son conte, parce que lui, en fait, finalement, il fait un récit où il y a une métamorphose en monstre qui permet finalement de faire briller Persée. C'est un petit peu ça, son récit à lui. Donc finalement, la cohérence de ces meufs-là et de leurs réactions, c'est pas vraiment sa priorité. Voilà. Donc là, c'est là où c'est intéressant. Parce que avec un regard de femme d'aujourd'hui, féministe, qui a envie évidemment de rendre justice aux victimes de violences, qui a envie de questionner le patriarcat, qui est interrogée par justement la rivalité féminine et le récit de la rivalité féminine à travers les âges, on a envie de réinterpréter cette histoire. Exactement, et c'est ce que tu as fait, tu as exploré cette faille comme on pourrait le voir tout à l'heure, mais donc pour reprendre l'histoire, donc finalement comme tu viens de le dire, c'est aussi un mythe qui sert à faire briller le héros, puisque on a donc l'intervention d'un héros. Alors peut-être avant son intervention, que fait Méduse une fois qu'elle se fait punir et transformer ? Alors donc Méduse, selon le récit d'Ovide, on l'a dit, Méduse, divinité primordiale, antérieure aux dieux de l'Olympe, antérieure à la génération des Olympiens, devient prêtresse d'Athéna au moment où les Olympiens prennent le pouvoir. Et puis voilà, dans le temple d'Athéna surgit Poséidon, dieu de la mer, assez connu pour sa brutalité. Et il faut savoir quand même, fait intéressant, que dans beaucoup de récits de la mythologie, Poséidon, il est en rivalité avec Athéna, à plein de niveaux.
Par exemple, justement, la ville d'Athènes, elle s'appelle Athènes parce que Athéna a remporté une bataille contre Poséidon. C'est un peu le mythe de la fondation d'Athènes, c'est-à-dire que voilà, Athéna et Poséidon convoitent tous les deux cette cité et cette région, et donc ils décident de s'en remettre à la population. Il va falloir voter. Est-ce que vous voulez être sous le patronage de Poséidon ou d'Athéna? Et pour amadouer la population, ils font chacun un cadeau. Et donc Poséidon, il leur envoie un magnifique cheval, un destrier superbe. Et Athéna, elle apporte l'olivier, qui est promesse de plein de choses, qui est promesse de commerce, de soins, de prospérité. Et dans le mythe, eh bien, les hommes de la région, ils ont plutôt tendance à être fascinés par le cheval. Et les femmes, elles se disent, l'olivier, là, c'est vraiment le bon plan pour la prospérité de notre région. Et comme les femmes sont un petit peu plus nombreuses, eh bien, le vote va à Athéna. Athéna l'emporte et la ville devient Athènes. Et dans l'histoire, eh bien, Poséidon, très très mécontent en fait de ce choix-là, fait souffler des vents contraires sur le port d'Athènes. Donc c'est très problématique en fait à plein de niveaux. Et donc en fait, les hommes de la région se retournent vers les femmes en disant vous avez vraiment mal voté. Il aurait mieux fallu qu'on donne nos voix à Poséidon, on serait beaucoup plus tranquille. Et donc c'est leur prétexte pour interdire aux femmes d'Athènes de voter. Et on a mis 2000 ans à reconquérir ce droit. Voilà, petit aparté. Mais voilà, à travers ce mythe-là et à travers toute l'Odyssée, en fait, où Athéna, elle est plutôt du côté d'Ulysse, elle lui donne des coups de main, et Poséidon, il veut couler ses bateaux. Donc vraiment, on est vraiment aussi dans l'antagonisme de Poséidon et d'Athéna. Donc Poséidon, revenons à notre histoire de Méduse, débarque dans le temple d'Athéna, voit cette prêtresse et la viole. Et donc là, Athéna, très courroucée, choquée de ce crime qui a eu lieu sous son propre toit, décide de punir Méduse en transformant sa chevelure, ça devient un nid de serpent sur la tête de Méduse, et surtout en lui donnant le fameux regard pétrifiant, le regard qui change en pierre. Sur ce, nous dit Ovide, Méduse, elle va se confiner dans une grotte avec ses sœurs les Gorgones, qui sont immortelles et donc qui ne craignent pas son regard pétrifiant. Et elle vit là, tranquille, reculée du monde, parfois assaillie par des héros qui débarquent chez elle à domicile pour essayer de la tuer. Elle les pétrifie, jusqu'à ce que Persée, le héros des héros, arrive en fourbasse à l'aide d'un miroir qui lui a été confié par Athéna, à s'approcher suffisamment près de la Gorgone pour la décapiter. Fin de l'histoire, on applaudit Persée. Donc ça, c'est le mythe. Maintenant, vaillant Persée, apprenez-nous par quel secours puissant, par quel prodige vous avez pu trancher cette tête hérissée de serpents. Sous les flancs du froid Atlas, dit le héros, il est un lieu que d'affreux et longs rochers rendent inaccessible. L'entrée en est habitée par les deux filles de Phorcus, à qui les destins n'ont accordé qu'un œil, qu'elles se prêtent tour à tour. Tandis que l'une le remettait à l'autre, je substitue furtivement ma main à la main qu'il allait prendre et je m'en saisis. Alors je marche par des sentiers entrecoupés. Je franchis des rochers partout, dans les champs, et sur mon chemin, des hommes devenus statues et divers animaux transformés en pierre par l'aspect de Méduse. Ce visage hideux, je ne l'avais vu moi-même que réfléchi sur l'airain de mon bouclier. Et tandis que le sommeil versait ses pavots sur le monstre et sur ses couleuvres, je tranchais sa tête. Ovide, Les Métamorphoses, livre 4. Et donc évidemment, eh bien, l'idée, c'est pas du tout d'être en empathie avec le personnage de Méduse dans la version d'Ovide. On est amené à s'identifier à l'héroïsme de Persée, qui d'ailleurs en arrive là pour des histoires d'honneur. Lui-même, il est dans une configuration où l'homme qui vient d'épouser sa mère brigue son héritage. En fait, voilà, son beau-père lui dit « Maintenant, c'est moi le chef, et c'est moi et ma descendance qui allons régner sur la région ». Et comme évidemment Persée n'est pas d'accord, le beau-père l'envoie en mission impossible. Il lui dit « Tu récupéreras ton trône à condition que tu rapportes la tête de la Gorgone ». Sachant que c'est considéré comme une mission suicide. Persée y va, il réussit, donc il peut récupérer son honneur, son trône, sa fortune, etc. Donc on est vraiment dans une histoire de mec, quoi. On est vraiment dans une histoire de trône, d'argent, de pouvoir, très très viriliste, très patriarcale. Et les femmes sont... Enfin les figures féminines sont soit des ressorts de la narration, par exemple l'intervention d'Athéna, qui est un peu inexplicable, qui est pas très logique, qui est pas très cohérente, mais c'est pas grave, ça fait avancer le récit.
soit eh bien finalement une figure monstrueuse à abattre, quoi. La figure féminine devient très vite traitée comme un monstre et on n'est pas du tout en empathie avec cette figure-là. Ça fait un peu penser dans le style quête viriliste qui marche sur les pieds des filles à Jason. Son oncle lui vole son trône, il doit aller chercher la toison d'or et résultat Médée se retrouve à massacrer son petit frère. Complètement. Mais ça c'est vraiment des motifs en fait qu'on va retrouver dans plein de mythes différents. Les parallèles sont là, quoi, c'est sûr. Persée donc se met à traquer Méduse jusqu'à la grotte. Comment est-ce qu'il parvient à la retrouver? Qui sont un peu les amis ou les ennemis sur sa route jusqu'à Méduse? Il y a ce moment où en effet Athéna intervient et lui dit tu vas avoir du mal à t'approcher de Méduse, je te confie un miroir, comme ça tu vas pouvoir échapper à ces œillades-là. Donc évidemment ça semble logique par rapport au fait que Athéna veut du mal à Méduse au début de l'histoire. Et en même temps, on se dit pourquoi est-ce qu'il y va pas elle-même. Enfin, c'est très bizarre d'avoir fait de cette figure un danger ambulant et ensuite d'envoyer quelqu'un pour le tuer. Enfin, c'est voilà. C'est le pompier pyromane. Oui, absolument, le pompier pyromane. Merci Athéna. Et donc Persée tue Méduse, la décapite, il conserve sa tête. Il conserve sa tête parce que la tête de Méduse continue à avoir son pouvoir pétrifiant dans la mort. Il va la remettre à Athéna et la tête de Méduse finit sur le fameux gorgoneion, c'est-à-dire le plastron d'Athéna qu'elle porte au combat pour pouvoir pétrifier ses ennemis. Donc en fait c'est pareil, il y a le côté trophée de chasse et en même temps, si on a envie de porter un regard différent sur cette histoire, il y a un côté hommage en fait. Voilà, la figure d'Athéna est intrinsèquement liée à celle de Méduse. Dans toutes les représentations d'Athéna, on va avoir soit la tête de Méduse sur son bouclier, soit sur le gorgoneion sur sa poitrine. Et ce sont vraiment deux faces d'une même pièce, en fait, à travers les représentations qu'on en a depuis l'Antiquité et évidemment à travers les siècles qui nous précèdent directement. Ouais. Ce qui est d'ailleurs aussi une faille ou une incompréhension que tu vas exploiter dans ta proposition, sans vouloir continuer de spoiler. Mais bon, en tout cas, donc Persée donne la tête de Méduse à Athéna, en ayant d'ailleurs au passage dans son voyage utilisé la tête pour tuer pas mal de personnes. Exactement, il l'utilise comme une arme au passage. Et il y a aussi, par contre, cet aspect un peu poétique du mythe, c'est que quand il passe par-dessus la mer, le regard de la gorgone morte donc effleure des algues, et donc les algues se pétrifient, et on a une espèce qui s'appelle les gorgones de mer, qui ressemblent à des coraux, mais c'est pas des coraux, ce sont des gorgones, et qui ressemblent en effet à des algues pétrifiées. Voilà, et donc c'est l'origine, bien entendu mythique, pas du tout scientifique, de la gorgone de mer. Trop joli. Poétique si ce n'était à cause d'une décapitation. Voilà. Un léger détail, bref, c'est joli. Donc ça, c'est la fin un peu du mythe tel qu'on le connaît dans l'Antiquité. Ensuite, est-ce que ce mythe est repris? Comment est-ce que Méduse évolue à travers l'histoire? Peut-être déjà dans l'Empire romain, mais ensuite surtout au Moyen-Âge, à la Renaissance. Est-ce qu'on se souvient de Méduse et qu'est-ce qu'on en dit? Ouais, tout à fait. Dans l'Empire romain, elle est très présente, Méduse. Elle est souvent représentée sous forme d'amulettes pour contrer le mauvais sort. Donc notamment, on a retrouvé des phalaires. Des phalaires, c'est des espèces de médailles d'honneur qui étaient remis à des soldats. Donc on en a retrouvé notamment en Grande-Bretagne dans des camps romains et donc voilà, c'était une figure qui devait probablement protéger ces hommes de valeur au combat et qui était aussi une sorte d'honneur, quoi. Enfin voilà, donc il y a le côté à la fois honorifique et amulette contre le mal. Et aussi, on a retrouvé des trésors datant de l'Empire romain avec des bijoux, avec des bagues, des colliers, avec souvent la figure de Méduse en camée, donc gravée. Et donc là, a priori, plutôt portée par des femmes. Donc pourquoi portait-elle la figure de Méduse? On ne peut que faire des suppositions. Peut-être en effet pour se protéger des agresseurs, ou bien pour au contraire pour signaler une sorte on est du côté de Persée, quoi, on est du côté des vainqueurs. Enfin, c'est très difficile de savoir exactement pourquoi cette représentation. Mais en tout cas, voilà, elle est très très présente, très très représentée sous l'Empire romain. Et puis plus tard, en fait, la figure de la Gorgone, elle va vraiment, au fur et à mesure des siècles, être utilisée, exploitée à des fins diverses et variées pour représenter des choses vraiment très différentes. Donc on va la convoquer pour représenter l'avarice, par exemple, pour représenter l'effroi, pour représenter, enfin voilà, à diverses occurrences à travers la peinture, dans des tapisseries, on va la retrouver parfois parce qu'il y a Persée, parce qu'on représente Persée, mais aussi
pour des raisons complètement différentes. Il y a une version à la Renaissance où Méduse est une femme extrêmement fortunée. Et donc voilà, il y a une espèce de réécriture de cette figure-là. Elle n'a pas un regard qui change en pierre, mais par contre, voilà, elle va avoir des embûches. Il va falloir qu'elle s'en sorte. Donc voilà, il y a pas mal d'occurrences, mais est-ce que c'est Méduse ou est-ce que c'est une femme coiffée de serpent ? C'est difficile de le savoir. Et par contre, évidemment, Méduse revient comme une rockstar, mais surtout comme je sais pas comment dire, mais comme le sidekick de Persée finalement, avec la réappropriation de l'art antique au moment de l'époque dite néoclassique, quoi. Donc voilà, à partir du XVIIe siècle, les artistes européens revisitent les mythes de l'Antiquité, souvent pour les faire des liens avec les figures de pouvoir. Par exemple, Diane, la fameuse Diane de Poitiers, a été représentée comme la Diane chasseresse. Voilà, donc on fait un hommage à la Diane chasseresse, mais parce que en fait, on veut porter au nu la maîtresse du roi, qui devient une femme de pouvoir à la cour et tout. Et donc, voilà, c'est un petit peu pareil. Une des sculptures, des statues les plus célèbres représentant Persée, qui tient la tête de Méduse et qui est à Florence, me semble-t-il, c'était vraiment un jeu politique, quoi. Il y avait vraiment un jeu politique autour d'une prise de pouvoir. Nous parlons ici de la sculpture Persée tenant la tête de Méduse de Benvenuto Cellini, inaugurée en 1554 sur la Piazza della Signoria à Florence. Le duc de Toscane avait en effet demandé à l'artiste que la tête de Méduse soit brandie par Persée pour illustrer le triomphe du bien sur le mal et donc symboliser la victoire des Médicis sur les républicains de Florence. Mais voilà, c'était pour signifier, on a la tête de la Gorgone, on a une arme en main et venez pas nous chercher. Donc voilà, il y a eu vraiment des utilisations à la fois artistiques et politiques qui finalement s'éloignent un petit peu du mythe originel et qui s'éloignent complètement de la vision qu'on pourrait avoir. Nous, par exemple, cette fameuse statue qui est à Florence, elle est terrifiante parce que non seulement Persée tient la tête d'une femme décapitée, mais en plus il est juché sur son corps, quoi. Il se tient vraiment sur un corps démembré. Donc évidemment, avec un regard aujourd'hui de féministe, on se dit mais quelle horreur. Mais c'était pas du tout dans son contexte au XVIe siècle. L'idée n'était pas du tout de porter un message purement patriarcal en fait, de dire attention mesdames, on a le pouvoir masculin. C'était pas du tout ça. On était vraiment dans une volonté politique de faire passer un message autre, quoi. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'elle devient, notamment au XIXe siècle, quand les romantiques s'en emparent? Est-ce que on a des réinterprétations plutôt soit assez négatives, j'ai l'impression, du style femme fatale, on la mélange, j'imagine, à des vampires, enfin ça arrive à beaucoup d'autres figures à cette époque-là, et à l'inverse, quand est-ce que commencent plutôt les réhabilitations? Quand est-ce qu'on commence à découvrir que finalement ça n'est pas si monstrueuse? Alors en fait, il me semble, mais c'est une supposition que je fais, mais il me semble que la figure de Méduse, elle a quand même toujours été assez ambiguë dans le sens où elle a été présentée en effet dans les récits majoritaires, ce qu'on a retenu de l'histoire, Ovide, etc., comme une figure à abattre, on va dire un monstre à abattre pour résumer. Mais il y a aussi du coup cette contre-culture, comme on dit, les médailles ou les bijoux qui servaient à repousser le danger. Bon voilà, il y a quand même une sorte d'hommage rendu à cette figure-là. Ce n'est pas non plus 100% négatif, me semble-t-il. Et finalement, à travers l'histoire, c'est un petit peu pareil. Quand, en effet, dans la peinture, on a commencé à beaucoup représenter cette figure frappée d'effroi, enfin qui crée l'effroi et en même temps qui semble elle-même terrorisée. Qu'est-ce qu'on voulait dire vraiment par rapport... Alors souvent, il y a juste une volonté allégorique. En fait, on représente justement la peur, on représente la mort, on représente le temps qui passe, on représente la décrépitude, on représente... Enfin voilà, il y a vraiment cette idée de cette tête qui commence à moisir, quoi. C'est vraiment l'idée de la mort qui nous attend tous. Enfin... Voilà, donc est-ce qu'on a vraiment voulu parler de la figure ou en fait est-ce qu'on s'est emparé de cette figure pour parler de toute autre chose et de quelque chose de complètement humain? Donc oui, bien sûr, ça s'entremêle avec toute une esthétique de, par exemple, la belle malade. Au 19e, il commence à y avoir cette idée de cette femme maladive. Alors bien sûr, bourgeoise, blanche, tout ce qu'on veut, quoi. Mais voilà, il y a une romancisation de la figure de la belle malade. Et voilà, ça vient se fondre avec des figures venues de l'Antiquité, dont Méduse.
Mais en fait, ça dépend. Il y a vraiment énormément de choses qui ont été faites au dernier siècle. Il y a 3 ans, le musée des Beaux-Arts de Caen a dédié toute une exposition à Méduse à travers l'histoire de l'art. Il y avait vraiment des choses très différentes, quoi. Il y avait vraiment des portraits de femmes en vue coiffées de serpents, donc un petit peu en Méduse. Il y a eu des allégories de la jalousie, de l'avarice coiffées de serpents. Il y a eu en effet des espèces de natures mortes avec la tête de Méduse et des serpents et des scorpions, etc., qui rampent sur la table. Et on veut probablement dire autre chose. Enfin voilà, ça a été très très divers. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec le temps, oui, elle devient de plus en plus femme fatale, de plus en plus humaine aussi. Jusqu'à être parfois représentée dans des poses lascives. Voilà, on commence à avoir un érotisme de cette figure-là qui se dessine. Mais ça va dans un mouvement général de représentation des femmes aussi qui évolue. Alors si on continue à poursuivre dans notre frise chronologique de Méduse et qu'on change de discipline, Méduse est également présente dans la psychanalyse puisque Freud s'est intéressé à ce personnage pour en proposer une version assez alambiquée. Tout à fait. Il y a juste l'interprétation qu'en fait Freud et qui a quand même aussi beaucoup marqué le XXe siècle de Méduse. Freud écrit que la figure de Méduse entourée de serpents, ce serait une métaphore du sexe féminin. Et d'un sexe féminin castrateur, en fait, d'un sexe féminin qui fait peur. Décapité égale castré. L'effroi devant la méduse est donc un effroi de la castration. De nombreuses analyses nous en font connaître l'occasion. Elle se produit lorsque le garçon, qui jusque-là ne voulait pas croire à la menace de la castration, aperçoit un organe génital féminin entouré d'une chevelure de poils, fondamentalement celui de sa mère. Si les cheveux de Méduse sont si souvent représentés dans l'art sous forme de serpents, c'est qu'ils dérivent eux aussi du complexe de castration. Il est remarquable que, si effrayants que ces serpents puissent être, ils servent pourtant à atténuer l'horreur car ils se substituent au pénis, dont l'absence est la source de l'horreur. Une règle technique, multiplication du symbole du pénis signifie castration, est ici confirmée. Et si la vue de la tête de Méduse raidit le spectateur d'effroi, le change en pierre, nous avons, là aussi, la même origine tirée du complexe de castration et donc la même transformation de l'affect. Car devenir rigide signifie érection, donc dans la situation originelle, c'est une consolation apportée au spectateur. Il a encore un pénis et le raidissement l'en rassure. Ce symbole de l'horreur est porté par la déesse vierge Athéna sur sa robe, et c'est à juste titre, car elle devient par là une femme inaccessible qui repousse toute concupiscence sexuelle parce qu'elle exhibe les terrifiants organes génitaux de la mère. Les Grecs étant pour la plupart fortement homosexuels, il était inévitable de trouver chez eux une représentation de la femme comme un être qui effraie et qui repousse parce qu'il est castré. Le pénis érigé sert lui aussi d'acte protecteur, mais en vertu d'un autre mécanisme. Exhiber son pénis, ou l'un de ses substituts, permet de dire « Je n'ai pas peur de toi, je te défie, j'ai un pénis ». C'est donc une autre façon d'intimider l'esprit malin. Freud, la tête de la méduse. Voilà, donc lui, son interprétation, c'est ça. No comment. Ça a été, je pense, la cerise sur le gâteau qui a permis justement aux féministes des générations qui nous précèdent et des féministes actuelles d'avoir très envie de réhabiliter cette figure de Méduse. Alors, donc pour en arriver un peu à la discussion du mythe, comment est-ce que ça peut être un mythe féministe ? Comment est-ce qu'on peut se le réapproprier aujourd'hui avec une sensibilisation, avec des convictions féministes ? Oui, alors, si on lit le mythe d'Ovide, déjà, eh bien, Méduse, c'est une victime de violence qui est sanctionnée par le récit. Elle est désignée comme un monstre, elle est stigmatisée, et à la fin, le récit en fait une victime de féminicide. Donc ça mobilise énormément d'idées que les féministes défendent, c'est-à-dire que les victimes de violences dans notre société actuelle sont victimes d'inversion de culpabilité.
Et les agresseurs, eux, sont en situation d'impunité, voire sont glorifiés dans la façon violente, viriliste et patriarcale dont ils traitent les femmes et les minorités en général. Donc ça fait écho, voilà. Ensuite, c'est vrai qu'on a beaucoup représenté à travers les siècles le visage de Méduse comme en colère, quoi, vraiment en rage, avec un côté vampire, avec les crocs dehors, etc. Et l'image d'une femme en colère, en soi, c'est assez révolutionnaire, et c'est quelque chose aussi dont les féministes se sont emparées, parce que, voilà, la colère, c'est un peu l'émotion chasse gardée du masculin. C'est la seule émotion quasiment qui est estampillée suffisamment virile pour que les hommes aient le droit d'être en colère. Nous, les femmes, quand on est en colère, on est hystérique, on sait pas gérer nos émotions, on a une faible résistance au stress. Enfin voilà, on peut vraiment on a nos règles, voilà, on peut mettre tout ce qu'on veut dessus, mais voilà, la légitimité de la colère au féminin est quelque chose qui est encore un terrain de conquête. Et donc cette image de femme en colère, en soi, on a envie de la brandir en manif, on a envie de dire notre colère, elle est légitime, on a de super bonnes raisons d'être en colère. Et Méduse a de super bonnes raisons d'être en colère. Donc voilà, c'est déjà 2 bonnes raisons. Et puis parce que, voilà, comme on le disait tout à l'heure, le récit d'Ovide, il est quand même pas très cohérent au vu de ce qui se passe entre Méduse et Athéna, au vu de ce qui se passe dans la narration, quoi. Enfin, voilà, le monstre, c'est Méduse, alors que finalement, à aucun moment de l'histoire, et dans aucune version des mythes sur Méduse, à ma connaissance, Méduse n'utilise son pouvoir. C'est-à-dire que Méduse, elle ne devient pas la plus grande dictatrice du monde, et donc elle est à abattre parce qu'en effet, elle terrorise tout le monde, quoi. Elle ne devient pas non plus une sorte de croque-mitaine qui erre dans les villages et qui pétrifie les honnêtes gens. Mais pas du tout, elle prend ses responsabilités, en fait. Méduse, elle va vivre dans une grotte avec ses sœurs qui sont immortelles. Et pourtant, le récit la désigne comme un monstre. Aux confins de la Libye, aux lieux où la terre brûlante reçoit l'océan qui bouillonne sous les rayons du couchant, règnent les tristes compagnes de Méduse, fille de Phorcus. Là, point de forts ombrages la terre, point de suc dans les sillons, mais d'âpres rochers, nés du regard de la déesse. C'est dans son corps que la nature malfaisante enfanta pour la première fois ses cruels fléaux. C'est de sa bouche que les serpents dardèrent leur langue en sifflant, et, flottant sur ses épaules comme les cheveux d'une femme, fouettèrent le cou de Méduse enivrée. Sur le devant de son front se dressent des couleuvres, et leur affreux venin coule sous le peigne. Méduse a cela de terrible qu'on peut la regarder sans effroi. Car qui jamais eut le temps de craindre la gueule et la face du monstre? Qui donc, l'ayant regardé en face, s'est senti mourir? Elle hâte la mort hésitante et prévient la crainte. L'âme demeure dans les membres pétrifiés et les mânes captifs s'engourdissent sous les eaux. La monstrueuse Méduse menaça le ciel et la mer d'un engourdissement soudain et put envelopper le ciel et la terre. Devant elle, les oiseaux tombent soudain du ciel, masse pesante. Lucain, La Pharsale, livre 9. Si monstre il y a avec un regard d'aujourd'hui, on serait tenté de dire c'est soit le violeur, Poséidon, soit Persée qui commet un féminicide, soit à la limite Athéna qui vraiment, voilà, dans la version d'Ovide est née avant la sororité. Mais Méduse ne fait littéralement rien de mal, sinon se défendre quand des soi-disant héros viennent à domicile essayer de la tuer. Dans notre langage à nous, ça s'appelle de la légitime défense, voilà. Donc tout ça, ça donne très envie de lire les choses autrement. Alors ça, c'est une parole de Cécile C, qui est une autrice qui est spécialiste sur les dynamiques de violence intrafamiliale, culture de l'inceste, etc. Et elle parle de remettre le monde à l'endroit. Et vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne pour les violences sexuelles en général, remettre le monde à l'endroit. Les victimes sont les victimes, les agresseurs sont les agresseurs, les monstres ne sont en réalité personne, ni les victimes, ni les agresseurs. Tout cela, ce sont des personnes tout à fait ordinaires. Et donc voilà, on a envie de remettre le monde à l'endroit autour du mythe de Méduse. Et donc on s'y est employé, moi et d'autres autrices ou artistes féministes qui avons eu envie de poser un regard différent, un regard contemporain sur cette histoire-là.
Justement, est-ce qu'il y a des artistes ou autrices particulières qui t'inspirent sur le sujet de Méduse ou qui t'ont fait réfléchir? Alors récemment, il y a le super roman d'Isabelle Sorante qui s'appelle Médusa et qui n'est pas vraiment tout à fait une relecture du mythe de Méduse en tant que tel, mais Méduse, je voudrais pas trop vous spoiler, mais est une figure qui parcourt tout le roman. Et en fait, c'est un roman sur la figure des femmes et la figure des monstres. La théorie, on va dire, d'un des personnages étant que les monstres sont des femmes, en réalité. Les monstres sont forcément des femmes. Et donc, c'est super intéressant de lire cette histoire-là, qui parle de violences sexuelles, qui parle de traumas intergénérationnels qui sont transmis de grand-mère en mère, en fille, en petite-fille. Et donc, voilà, ça, c'est, par exemple, c'est une lecture qui, moi, résonne très, 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 très fort avec ce que je lis de l'histoire de Méduse. C'est vrai que sur cette dimension monstre féminin, on parle beaucoup du mot monstre, mais c'est vrai que quand on pense à l'Antiquité, on a l'hydre de Lerne qui est une femme, Scylla qui d'ailleurs est aussi un monstre transformé par Circé, les sirènes, les harpies, les furies, les monstres sont quand même beaucoup féminins, la sphinge. C'est vrai qu'on aime mettre des femmes monstres en fait maintenant qu'on le dit dans l'Antiquité. Oui, tout à fait. Alors bien sûr, il y a aussi quelques monstres masculins, mais souvent les femmes sont métamorphosées, pour reprendre le titre du recueil d'Ovide, les métamorphoses. Les femmes subissent des métamorphoses. En fait, c'est intéressant cette histoire de Méduse, parce que à peine Méduse a été humanisée et féminisée que finalement le récit la retransforme en monstre immédiatement. Il y a vraiment cette idée-là. Oui, quoi. C'est vrai. Et alors en fait, et ça c'est vraiment une interprétation d'aujourd'hui, pas du tout une interprétation qui date de l'Antiquité, mais en fait, quand on est une femme, on a vite fait d'être un monstre. Parce que la définition de la féminité est tellement normée et les normes sont tellement étroites pour être dans la bonne féminité, la féminité validée par le patriarcat qui cherche à nous faire tomber de notre piédestal vraiment en utilisant tous les prétextes, que en fait on a vite fait d'être un monstre. On a vite fait d'être trop grosse pour la norme et donc on est un monstre. On a vite fait d'être trop vieille pour la norme et donc on est un monstre. On a vite fait d'être pas assez blanche pour la norme et donc on est un monstre. Voilà, on a très 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 vite fait d'être un monstre quand on est une femme et en fait finalement ça fait un petit peu écho donc au roman d'Isabelle Sorante, mais en fait on est un peuple de monstres qui nous efforçons de rentrer dans la norme pour avoir le droit d'être considéré comme une femme. Et en fait quand on est considéré comme une femme, on est maltraité, on est violenté. Donc en fait, c'est infernal, cette histoire. Voilà, c'est une sorte d'objectif inatteignable d'être une femme avec un grand F. Et finalement, une fois qu'on l'a atteint, eh bien, c'est une catastrophe parce que précisément, le patriarcat traite les femmes comme des monstres. Ce qui me permet de bien faire la transition sur toi, ton monstre, ta gorgone. Puisque donc tu as créé cette sorte ce personnage qui est peut-être même une sorte d'avatar, d'alias. Tout à fait. Comment est-ce que tu as rencontré Médusa à l'origine et comment est-ce que tu te l'es appropriée? Eh ben, comme la plupart des gens, je pense, dans notre société, j'ai toujours un peu connu la figure de Méduse parce qu'elle fait partie du bestiaire de la mythologie. Mais justement, enfant, on me l'avait toujours présentée comme un monstre. Elle a des serpents sur la tête, elle a un regard dangereux, donc voilà, elle est dangereuse, elle est nocive, c'est un monstre. Et puis, à l'adolescence, j'ai encore une fois, c'est pas du tout original, parce qu'on en parle en cours d'histoire géo et parce que la mythologie, c'est super pour les ados. C'est à la fois un peu le monde de l'imaginaire dont on rêve dans l'enfance et en même temps, ça porte des messages un peu métaphysiques sur la vie, la mort, la destinée, etc. Donc très souvent, on se prend de passion pour la mythologie à l'adolescence et donc je découvre le récit qu'en fait Ovide. Et en effet, je suis outrée, quoi. Je suis outrée, mais en fait, je suis outrée que les adultes me l'aient toujours présenté comme un monstre, alors qu'en réalité, c'est vraiment une victime dans cette histoire. Et donc oui, je pense que j'ai associé très tôt la figure de Méduse avec l'idée d'injustice. Et puis finalement, j'ai continué ma vie, j'ai vécu avec. C'est ressorti bien plus tard. Il y a une période de ma vie où j'ai vécu au Japon et j'ai vécu 8 ans et il y a eu une période de 2 ans dans laquelle j'ai fait de la traduction pour l'industrie du jeu vidéo, rien à voir. Et en fait, ça m'a permis de me poser des questions sur l'importance des biais de traduction. En fait, quand on traduit des textes, bon là en l'occurrence c'est des scripts de jeux vidéo, l'importance est quand même, minime, mais quand on traduit des textes anciens notamment, ou quand on traduit des traductions finalement, voilà, on va traduire du latin, mais en fait le latin, il traduit autre chose, etc., etc. Et bien forcément il y a des biais de traduction, le choix des mots n'est pas du tout anodin.
Et en fait, en me penchant là-dessus, un jour, je lis une page. Voilà, cette page disait, par exemple, le mythe de Méduse est quand même assez incohérent. Pourquoi est-ce que Athéna punirait Méduse avec cette arme fatale? On dirait plutôt qu'elle lui a donné une arme pour se défendre, quoi. Et là, je fais bon sang, mais c'est bien sûr. Ça me plaît, en fait. Là, ça me plaît. J'ai envie de surfer là-dessus. Et encore bien des années plus tard, de retour en France, alors je faisais pas du tout de bande dessinée. Enfin, dessiner, ça a toujours été mon hobby, ma détente, quoi, mon plaisir, ma récréation. Donc j'en ai rien fait de professionnel pendant très très longtemps. Et puis voilà, comme beaucoup de gens en 2020, je me suis retrouvée dans une situation un peu compliquée où j'étais au chômage, toute l'économie était à l'arrêt, donc voilà, j'étais chez moi en me posant beaucoup de questions sur comment est-ce que j'allais payer mon loyer dans 3 mois. Et donc ça m'a permis de me lancer en fait un petit peu dans l'idée peut-être de pouvoir faire de l'illustration. Et en fait, Maedusa, elle est née simplement d'une énième expérience de maltraitance dans un contexte conjugal. Enfin bref, je fréquente un jeune homme qui m'a pas bien traitée. Et c'était pas la première fois de ma vie, mais là, je sais pas, ça a été le pompon sur la Garonne, j'en sais rien. Ça a été un moment où j'ai eu une énorme rage, en fait, qui avait besoin de s'exprimer. Et parce que depuis très longtemps, cette rage, cette colère, cette injustice était liée à la figure de la Gorgone, et ben voilà, j'ai dessiné cette Gorgone que j'ai appelée Maedusa, Gorgone d'aujourd'hui, et que j'ai lancée sur Instagram à partir de rien du tout. J'ai vraiment parti de zéro. Et au début, Maedusa, elle tient un propos qui est moins politisé qu'aujourd'hui, qui est beaucoup plus avec les tripes, quoi, qui est beaucoup plus personnel. C'est-à-dire que si vous remontez, si vous scrollez, 4 ans de publications sur Instagram, et si vous revenez au tout début de mes publications sur Insta, vous allez trouver Maedusa, qui dit des trucs du style moi c'est terminé, je l'annonce, je fais plus de pénétration. Parce que c'est trop d'emmerde par rapport au plaisir éventuel que je peux en retirer, et donc j'arrête. Et en fait, voilà, c'était une façon pour moi de tenir un propos beaucoup plus radical et beaucoup plus certain que je ne le suis en réalité. Je suis comme tout le monde, je suis pétrie de contradictions. Je compose avec les violences, avec les traumas, avec le patriarcat en général. Mais là, c'était une façon de lancer ce personnage qui allait être beaucoup plus déterminé que je ne le suis en réalité et qui allait cracher son venin, dire tout ce qu'elle avait sur le cœur. Et en fait, ce que j'avais pas du tout prévu, c'est que Maedusa a rencontré un écho immédiat sur Insta avec tout le truc organique de partage, voilà. Et donc finalement les abonnés sont arrivés avec leurs propres histoires, en faisant écho en fait, en disant moi aussi j'ai vécu des choses similaires, et d'ailleurs il y a tel podcast qui en parle, et d'ailleurs il y a telle autrice et tout. Et en fait, j'ai fait mon éducation féministe à ce moment-là. Je n'étais pas particulièrement avant, dans le sens où j'étais pas allée lire les classiques. J'avais aucune idée de la construction du mouvement féministe à travers les générations et tout. Et en fait, ça m'a vraiment amené à m'intéresser aux analyses que les autres en avaient fait, à me rendre compte que finalement, des choses que j'avais perçues comme des expériences tout à fait personnelles, tout en voyant que mes copines vivaient des choses assez similaires et que finalement ma mère avait vécu des choses assez similaires, mais tout en voyant que finalement c'était pas si individuel que ça, mon histoire. Là, d'un seul coup, c'est quand même autre chose quand il y a eu des chercheuses, quand il y a eu des sociologues, quand il y a eu des journalistes, pour faire un travail de fond, pour montrer que rien de tout ça n'est personnel, mesdames, tout est systémique. Et donc voilà, autour de cette figure de Méduse, j'ai construit un univers graphique. Finalement, Maedusa, c'est en effet, comme tu l'as dit, c'est mon avatar, c'est celle qui parle pour moi. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout les Gorgones, gorgone.es, avec un point médian inclusif, parce qu'il y a des Gorgons parmi les Gorgones. Les Gorgones, ça a été finalement les abonnés, les lecteurs, les personnes qui ont commenté, qui faisaient écho à mon propos. Et finalement, j'en ai déduit que dans mon univers à moi, les Gorgones, ce sont toutes les personnes sexisées, c'est-à-dire toutes les personnes qui subissent le sexisme systémique. T'as vu, il y a des S partout, hein, donc on est vraiment dans les serpents qui sifflent sur nos têtes. Et donc toutes ces personnes-là, les femmes, les personnes LGBTQIA+, justement, ont des serpents qui sifflent face à l'injustice et au sexisme systémique et ont besoin de s'exprimer. Et donc voilà, et encore par extension, les personnages, notamment masculins, mais pas que, qui viennent torpiller nos prises de parole féministes, qui viennent nous dire que on ne peut plus rien dire,
que c'est exagéré, qu'on voit la petite bête partout, qu'il faut faire attention aux extrêmes et que patati patata. Enfin voilà, tous ceux qui finalement essayent de reprendre un petit peu le pouvoir là-dessus, et ben ce sont des percés quelque chose qui rime, ça va pas, percé Benoît, ce genre de choses. Voilà, ça devient des percés prénoms. Et donc voilà, l'univers était un peu planté. Voilà. Le sous-titre de l'épithète de ta Médusa, c'est donc Gorgone d'aujourd'hui. Ouais. C'est quoi une gorgone d'aujourd'hui par rapport à la gorgone de l'Antiquité, limite antique? Eh bien, je dirais que mon personnage de Médusa, déjà, ne pétrifie pas tout le monde sans pouvoir contrôler son pouvoir. Ça, c'est intéressant aussi, tu vois, parce que quand j'ai commencé à mettre en place cet univers et aussi à commencer sur Instagram à faire donc de la relecture d'autres mythes. Par exemple, voilà, Héra, mais avec un regard d'aujourd'hui, Psyché avec un regard d'aujourd'hui, etc. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient une image très figée de ce que pouvaient être les figures et voulaient pas trop qu'on y touche. En fait, c'est un peu chasse gardée. J'ai lu ce mythe, donc l'histoire c'est ça. Déjà, c'est faux, parce que les mythes, ils ont vraiment été transformés, métamorphosés, on peut reprendre encore une fois le super titre d'Ovide, qui avait vraiment bien choisi le titre de son recueil, mais les mythes se sont métamorphosés au fur et à mesure des siècles, donc c'est pas parce qu'on connaît la version d'Ovide que c'est la seule vraie histoire de Méduse. En effet, et Homère, et Hésiode, et Apollodore, enfin voilà, on les oublie pas non plus tous ces poètes-là, mais voilà, la version que nous on connaît la mieux, c'est la version d'Ovide en général. Mais voilà, donc se dire la vraie histoire c'est ça, bon. Ensuite, ce sont des histoires extrêmement anciennes. On a des siècles d'histoire de l'art qui se sont en effet réappropriés ces figures-là. Il me semble qu'on débarque pas au Louvre ou je ne sais où pour dire excusez-moi, mais ça c'est pas la version selon Homère, c'est pas la version. Oui, en effet, les costumes ne sont pas forcément d'époque, par exemple, etc. Enfin, on n'a pas forcément, on n'a pas d'obligation de coller strictement. Hollywood, excusez-moi, mais Hollywood, quand Percy Jackson est sorti, est-ce que ça a outré les gens de se dire on est quand même très très loin, vraiment très très loin de l'histoire de Percé, justement? Non, on s'imagine, c'est un film, on fait un peu ce qu'on veut, en fait. Ça fait très longtemps que ces histoires-là sont tombées dans le domaine public, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec, on peut faire de la comédie comme Jules qui fait 50 nuances de grec et qui s'amuse, qui fait des jeux de mots, qui fait des parallèles incongrus entre la vie moderne et les mythes. Et puis on peut en faire une relecture féministe. En général, c'est là que ça coince en fait, c'est que ça soit féministe, qu'il y ait vraiment un propos politique et féministe qui soit porté. C'est là que ça fait un petit peu grincer des dents ceux qui ont un petit peu de mal avec ça. Et donc voilà, il y a eu beaucoup de réactions à mon interprétation du mythe de Méduse, par exemple, en me disant mais Méduse quand même, c'est forcément une punition. Athéna a forcément puni Méduse. Tu peux pas les mettre en solidarité, tu peux pas imaginer que c'est autre chose, tu peux pas imaginer que Athéna a donné des armes à Méduse pour se défendre, parce que quand même, t'imagines la punition de cette pauvre Méduse qui est dans sa grotte, toute seule. Alors déjà, non, d'après Ovide, elle est avec ses sœurs, mais bon, admettons qu'elle soit seule dans une grotte, parce que la pauvre Méduse, elle ne peut pas connaître l'amour. Et ça, c'est extrêmement drôle. Parce qu'à aucun moment, ni du récit d'Ovide, ni aucun du récit de l'Antiquité, on est en empathie avec cette pauvre Méduse qui est isolée du monde et qui, à cause du fait qu'elle pétrifie tout ce qu'elle regarde, elle ne pourrait pas connaître l'amour. Ça, c'est hyper contemporain. Ça, c'est vraiment l'image que l'on a du célibat féminin. Une femme qui serait condamnée à être seule, à ne pas pouvoir regarder dans les yeux l'amour de sa vie, eh bien, c'est une femme désespérée. Et c'est un sort tellement terrible que finalement, la pauvre, tu sais quoi, elle est décapitée, mais on a mis fin à ses souffrances, hein, limite, c'est ça, en fait, l'idée. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant de voir cet écho complètement d'aujourd'hui, de la vision de ce qui est le pire pour une femme. Le pire pour une femme, c'est d'être vouée au célibat, au final. C'est très drôle parce que ça ne vient pas de l'Antiquité, ça vient de nous, ici. Oui, c'est vraiment... Et le dernier épisode que je viens d'enregistrer, qui sera peut-être sorti quand celui-ci sortira, c'est sur donc Hypatie, une philosophe du 4e siècle. Et ce qui est fou, c'est que elle n'a jamais eu d'histoire d'amour connue et on lui en a inventé dans le film qui est sorti dans les années 2000. Genre, elle était philosophe, mais forcément, tous ses élèves étaient amoureux d'elle. Voilà. C'est fou parce que vraiment, on ne parle que de son cerveau, sinon c'est... Ouais. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que on n'a eu aucun mal, à travers, encore une fois, les moultes interprétations, notamment au cinéma, d'imaginer des hommes qui ont un regard mortel, mais qui le contrôlent. Cyclope, dans les X-Men, Superman a un regard laser qu'il contrôle, c'est à la demande. Ou alors, on met des lunettes comme Cyclope. Mais en tout cas, il y a quelque chose en fait qui fait qu'on peut contrôler ce regard pétrifiant. Mais alors, si c'est une femme, on imagine qu'elle est complètement désespérée.
Mais à la limite, elle ferme les yeux, à la limite, elle met un bandeau, un casque, enfin, je veux dire, on peut vraiment imaginer beaucoup de choses, mais si c'est une femme, elle a un pouvoir, en fait, une femme qui a du pouvoir, c'est dangereux, la preuve, voilà, Persée vient la décapiter, mais surtout, une femme qui a un pouvoir, c'est dangereux pour elle, en fait. Elle se met en danger en premier lieu, et donc c'est contre nature, en fait, une femme qui a un tel pouvoir. Oui, parce qu'elle est toute seule, la pauvre. Bah oui, elle est seule, il y a personne pour lui dire comment se contrôler, donc forcément, elle se met en danger elle-même et elle met en danger les autres. Donc voilà, ma figure de Gorgone d'aujourd'hui, à moi, Maëdusa, elle pétrifie de temps en temps, parce que il y a un moment où il y en a marre, mais c'est à la demande. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a des amis, qui est entouré, qui peut converser avec un Persée Henri sans le pétrifier tout de suite. Mais attention quand même. Alors justement, donc là tu as créé ce personnage sur Instagram, et puis c'est devenu donc une bande dessinée, L'œil de la Gorgone, où justement tu réexploites ces failles des mythes antiques pour proposer ta version. Comment est née l'idée d'en faire une BD? Bah écoute, c'est venu de mon agente qui s'appelle Louise, qui est formidable. Moi, en fait, dans un premier temps, quand Maëdusa a commencé à ramener une audience sur Instagram, j'étais complètement happée par ça. C'était la première fois de ma vie déjà que je faisais quelque chose qui me ressemblait à 100%. Et il se passait quelque chose de très important pour moi, émotionnellement et tout. Donc j'étais complètement dans la création sur Insta. Et donc, en fait, c'est Louise, qui est agente littéraire, qui est éditrice indépendante, qui me suivait sur les réseaux et qui m'a dit « Alors, ce que tu es en train de faire en ce moment, là, les chapitres sur Méduse, le personnage de l'Antiquité, non pas Maëdusa, mais voilà, ta relecture du mythe de Méduse, mais aussi ta relecture du mythe de Circé, ta relecture, tout ça. Je suis certaine qu'on peut trouver une maison d'édition qui serait preneuse. » Donc voilà, on a monté un dossier ensemble, et puis on est arrivé aux éditions Le Duc qui a une collection de romans graphiques féministes assez engagés. Donc tout naturellement, la relecture de figures mythologiques dans un prisme féministe, s'est très bien intégrée dans cette collection. Alors, avant d'évoquer les autres figures que tu évoques dans cet ouvrage, tu proposes donc une relecture du mythe de Méduse. Ouais. Où Athéna, notamment, a ce rôle différent vis-à-vis d'elle. Tout à fait. Oui, alors déjà, ce qui est assez intéressant, c'est que, encore une fois, c'est un regard d'aujourd'hui, faut pas mettre ça sur les intentions des poètes de l'Antiquité, mais on a très très envie, quand on est féministe, de lire l'histoire du patriarcat qui prend le pouvoir sur une ère où la divinité était très liée à des figures féminines, potentiellement maternelles. Encore une fois, à prendre avec beaucoup de pincettes, parce qu'on ne sait pas grand-chose des temps, notamment préhistoriques. Par définition, il n'y avait pas de texte, donc c'est compliqué, on fait beaucoup de projections. Mais c'est vrai qu'on a retrouvé, à travers l'archéologie, énormément de statues qui semblent, rendre hommage ou sublimer des figures féminines, ce sont les fameuses Vénus, avec des formes, avec des situations où elles semblent donner naissance, etc. On a très très envie d'y voir des sociétés dans toute leur diversité préhistorique qui rendaient hommage à la nature, à la terre, à une déesse primordiale. Bon voilà. En fait, on sait pas trop, y a plein de théories là-dessus. Si ça se trouve, c'était des objets porno. on ne sait pas trop, en fait. Voilà. Mais on a très envie de croire, en fait, à des sociétés anciennes avant l'avènement de la sédentarité, de l'agriculture et du patriarcat qui va avec, qui étaient beaucoup plus dans l'hommage à un divin qui s'écrivait au féminin. Enfin, qui s'écrivait pas d'ailleurs, mais qui se vivait au féminin. Et on a très envie de voir arriver le patriarcat qu'on connaît aujourd'hui avec l'Antiquité, notamment gréco-latine en Europe, qui a vraiment mis en place une société où les femmes ont une position subordonnée, pour ne pas dire extrêmement inférieure. Et donc finalement, dans cette optique-là, le mythe de Méduse, c'est vraiment Persée, le champion du patriarcat, qui coupe la tête à une femme puissante. Parce que, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le nom Méduse, Médusa, a priori signifiait la dirigeante ou la protectrice. On peut le traduire de deux façons. Donc c'est vraiment l'idée d'une figure féminine qui est leaduse. Il y a eu, en Libye, plusieurs races de femmes guerrières d'une bravoure prodigieuse. On sait par tradition que la race des Gorgones, contre lesquelles Persée combattit, a été extrêmement courageuse. Ce qui prouverait la valeur et la puissance de ces femmes, c'est que ce fils de Jupiter, de son temps le plus vaillant des Grecs,
regarda cette expédition comme un grand exploit. Les Gorgones s'étant multipliées, elles furent attaquées par Persée, fils de Jupiter. Méduse était alors leur reine. Enfin, les Gorgones, ainsi que la race des Amazones, furent exterminées par Hercule lorsque, dans son expédition de l'Occident, il posa une colonne dans la Libye, ne pouvant souffrir qu'après tant de bienfaits dont il avait comblé le genre humain, il y eut une nation gouvernée par des femmes. Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, tome 1, livre 3. Et donc voilà, cette puissance au féminin matérialisée par cette personne qui s'appelle littéralement la dirigeante et qui en plus a un pouvoir, le plus grand pouvoir de la planète, eh bien elle est trop dangereuse. Et Persée, c'est vraiment, voilà, on te coupe la tête et on instaure l'ère du patriarcat à la grecque, à la latine, voilà. Encore une fois, ça c'est notre projection à nous sur des histoires d'autrefois, c'est pas du tout forcément ce que Ovide voulait incarner dans son récit à lui. Mais voilà, on a envie de voir ça. Donc, sur cette base-là, eh bien, j'ai imaginé qu'en effet, quand Méduse se retrouve victime du viol de Poséidon, Athéna, eh bien, elle est désolée pour elle, c'est sa prêtresse. Et Poséidon, c'est un intouchable. C'est le frère de Zeus, c'est vraiment des big boss de l'Olympe, il fait partie du boys club de ces dieux qui sont pas les derniers pour agresser. Zeus notamment, c'est quand même un petit peu le serial violeur de l'Antiquité. Il utilise tout un tas de stratagèmes. Lui, c'est le champion de la soumission chimique sous différentes formes. Et donc voilà, comment imaginer qu'on puisse s'en prendre à Poséidon. Athéna, elle est en rivalité, on l'a dit déjà avec Poséidon dans de nombreuses histoires. Elle sait très bien qu'il est intouchable. Le seul qui fait autorité sur lui, c'est Zeus, et Zeus, il va pas punir son frère d'avoir violé une divinité primordiale, une petite gorgone, comme ça, il va y avoir zéro justice, quoi. Donc tout ce qu'elle peut faire, Athéna, au final, dans cette optique-là, c'est de dire, bon déjà, je change ta chevelure en serpent. Ça peut paraître comme une punition, mais pas tellement. On le sait là pour le coup qu'à l'époque d'Ovide, et c'est quelque chose dont on a hérité, la longue chevelure, c'est vraiment un marqueur de féminité très fort. Et donc voilà, l'idée de changer ta chevelure en nid de serpent, je te sors de la catégorie des personnes perçues comme des objets sexuels, et tu vas faire peur plutôt que pitié en fait. Voilà, un homme va réfléchir à 2 fois avant de t'approcher, parce qu'il y a quand même des serpents qui sifflent sur ta tête. Donc déjà voilà, première chose. Et deuxième chose, je te donne une arme fatale pour te défendre, je te donne un regard qui pétrifie. Donc ensuite, évidemment, moi je suis comme Ovide, il faut que je bricole avec le reste du récit. Parce que dans le récit d'Ovide, un peu plus tard, eh ben, c'est quand même Athéna qui vient donner à Persée son fameux miroir, et ce qui lui permet de l'approcher et de la tuer. Donc comment est-ce que moi je bricole avec ça ? Finalement, je me suis dit c'est intéressant que Athéna, elle donne pas à Persée, je sais pas, un arc magique ou une épée magique, enfin pas une arme létale, elle lui donne un miroir. Qu'est-ce qu'on fait avec un miroir normalement ? On se regarde dedans. Et donc je me suis dit, et si c'était pas le symbole en fait justement de ce miroir tendu à Persée pour dire regarde-toi d'abord, regarde d'où est-ce que tu viens justement en termes de violence patriarcale, regarde tes propres biais misogynes, regarde-toi avant d'approcher la Gorgone parce qu'elle ne te loupera pas. Et finalement, voilà, dans mon récit, il y a un petit peu cette idée que si Persée avait fait ça, au lieu d'utiliser le miroir comme une arme, s'il l'avait utilisé pour, en effet, se voir en face et puis s'approcher de Méduse et engager un dialogue avec elle, eh ben on aurait pu avoir une histoire complètement différente d'une Gorgone et d'un héros qui cessent d'être des antagonistes et qui écrivent un nouveau chapitre. Mais on n'ira pas là-dessus puisque Persée, il a utilisé le miroir comme une arme pour aller tuer Méduse. Donc voilà, ça ouvre des perspectives différentes dans cette interprétation-là. Oui, et puis ça tente de faire sens d'incohérences perçues à l'ère d'aujourd'hui dans les récits Exactement. Ce qui est un peu l'objet des réécritures, c'est comment se glisser dans les trous, dans les failles de complètement, c'est vraiment exploiter les failles. Toutes les fois où on se dit tiens, ça pourrait dire autre chose, ça, comment ça se fait que... Et en fait, c'est ce qu'ont fait absolument toutes les personnes, notamment des artistes au masculin, puisque c'est eux que l'histoire a mis en avant et a retenu. Mais tous les artistes au masculin ont exploité la mythologie à des fins complètement politiques pour dire autre chose, en fait. Pour dire, comme on le disait, pour encenser des personnages au pouvoir, pour affirmer des principes, pour faire des allégories. Donc en fait, on fait exactement la même chose aujourd'hui avec un regard féministe. Donc c'est ok de réécrire l'Antiquité. Mais en fait, c'est complètement ok.
Il n'y a rien qui nous en empêche, littéralement, c'est complètement ok. Ça n'empêche personne de se dire, tiens, si j'allais relire justement Ovide, si j'allais relire Homère, mais allez-y, moi j'adore, vraiment. Encore une fois, je pointe le fait que Ovide, c'est un auteur de son époque, et que voilà, et qu'il y a une bonne couche de patriarcat dans ce qu'il écrit, mais je veux dire, moi j'adore les Métamorphoses, je suis complètement fan. Donc n'hésitez surtout pas à relire les sources, n'hésitez surtout pas à aller voir aussi ce qui est intéressant, et ce qui est pas forcément dans les textes en soi, mais ce sont les cultes rendus aux divinités et les disparités régionales par rapport à ça. Quand on s'intéresse justement aux cultes rendus par exemple à Artémis, à Athéna, on voit que les figures circulent, que souvent elles se confondent, que finalement celle qu'on appelle Cybèle, elle a de Rhea en elle a de Gaïa, elle a d'Artémis, elle a de Déméter, et qu'en fait elle a eu 1000 noms. Enfin tout ça c'est absolument passionnant, et en fait on voit que tout ça est très très mouvant. Et c'est beaucoup transformé, encore une fois, c'est métamorphosé de région en région, de siècle en siècle. Donc voilà, il n'y a pas de version figée ni des mythes d'origine, ni de l'interprétation qu'on peut en faire aujourd'hui. Personne ne s'en est privé. Encore une fois, le Louvre et tous les musées du monde sont remplis d'œuvres qui en fait sont très représentatives de leur époque. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens faisaient la confusion entre les sculptures néoclassiques du XVIIe, toutes blanches, que l'on voit dans nos musées, et les statues qui datent de 1500 ou 2000 ans auparavant. Voilà, il y a une confusion vraiment entre, ça c'est l'Apollon tel que les Grecs le voyaient. Fait non, c'est un Apollon qui date du XVIIIe siècle et voilà qui est en fait la projection d'un artiste du XVIIIe qui s'est bien sûr emparé de la figure d'Apollon, qui s'empare aussi de codes de la statuaire grecque, bien entendu, mais malgré tout, ça reste une œuvre du XVIIIe, les amis. Et Louis XIV est passé par là d'ailleurs entre-temps. Oui. Donc Apollon est devenu politique, forcément. Exact, bien sûr, Apollon éminemment politique. Et donc en fait, c'est intéressant de voir souvent la confusion entre tout cela. En réalité, des sculptures qui datent réellement de l'Antiquité grecque ou latine, il y en a, mais souvent c'est pas celle à quoi les gens font référence dans leur tête. Souvent ils pensent à Diane, Chasseresse, etc. Et ça c'est beaucoup plus récent en fait. Donc voilà, on a tout à fait le droit de réécrire l'Antiquité, encore une fois, c'est tombé dans le domaine public depuis très 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 longtemps. Et on n'a pas non plus l'obligation de dire attention, là je m'éloigne du mythe. Encore une fois, quand vous regardez 3 avec Brad Pitt ou quand vous lisez 50 nuances de grec, l'auteur n'est pas obligé de dire toutes les 2 minutes là je m'éloigne du mythe, là c'est du perso, là je fais de la fusion. Pas du tout. Si ça vous intéresse, faites vos propres recherches en fait. Et en fait, oui, s'il y a pu y avoir des réactions comme ça, notamment sur les réseaux, pas tellement autour du livre, parce que finalement, je ne sais pas ce que les gens en pensent quand ils le feuillettent à la librairie, mais sur les réseaux, il y a eu vraiment ce côté, tu dis n'importe quoi, l'histoire de Psyché, c'est pas ça. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a marqué réécriture dessus. Justement, donc dans cet ouvrage L'œil de la Gorgone, tu as donc rassemblé sous le patronage, sous le matronage de Médusa, donc une série d'autres personnages, lesquels te marquent le plus, et qu'est-ce qui a fait que tu as réuni ces personnages spécifiquement là pour être réunis sous ce... Écoute, vraiment, je fonctionne à ce qui me plaît et ce sur quoi je suis inspirée. Il y a des figures évidemment qui m'ont marqué ado, que je connais un petit peu mieux que les autres, et donc très naturellement en fait je vois comment je vais pouvoir les twister, je vais voir comment je vais pouvoir bricoler avec, je vois très vite comment je vais pouvoir les exploiter. Puis il y en a d'autres qui sont plus à l'inverse, j'ai envie de dire quelque chose et donc je vais aller fouiller dans les mythes pour trouver la faille à exploiter. Donc par exemple, dans L'œil de la Gorgone, j'avais envie de parler de Dionysos, qui peut vraiment être perçu dans un regard d'aujourd'hui comme une figure non-binaire. Donc c'est à la fois des mythes qui m'inspirent tout de suite, où je me dis là c'est bon, on va pouvoir parler de ça, c'est clair et net, c'est limite dans l'intitulé, et d'autres où je me dis j'ai envie de parler de ça, qu'est-ce qui pourrait me servir comme matière ? Pour finir sur Méduse, est-ce qu'il y a encore des questions que tu te poses sur le personnage ? Est-ce qu'il y a encore des zones d'interrogation, d'ombre ? Est-ce qu'elle continue à t'inspirer de façon générale ? Ah oui, elle continue complètement à m'inspirer. Et, je pense que comme c'est vraiment une rockstar qui a traversé les siècles en étant constamment réinventée, ben oui, on va bien voir ce qu'elle devient en fait. Est-ce qu'elle va parler à des mouvements écoféministes par exemple ? Est-ce qu'elle va s'inscrire ? Est-ce qu'elle va être utilisée comme figure de compassion pour l'humanité, et donc est-ce qu'elle va être encore plus politisée, liée à des mouvements politiques qu'elle ne l'est, ou bien est-ce que elle va rester dans le champ du symbolique ? On sait pas trop, tu vois. Mais ce que je sais, c'est que on la retrouve partout. Comme j'ai ce compte Instagram, beaucoup de personnes m'envoient leurs tatouages, et c'est incroyable le nombre de personnes qui se font tatouer la figure de Méduse.
Et il y a encore une fois, pour moi, tout de suite avec émotion, je repense à ces personnes de l'Antiquité romaine là qui portaient des bijoux ou des amulettes ou des. Fou, et je dis finalement, on fait la même chose, on se fait graver cette figure sur la peau, souvent pour se donner de la force. Et donc voilà, est-ce que ça va être de cet ordre-là, en fait, vraiment cette espèce de symbole graphique, on l'a dans la peau, la puissance de Méduse, on est les héritiers et les héritières de cette figure-là. On va voir comment elle se métamorphose. Donc des zones d'ombre, non, mais je sais à quel point elle parle. Il y a une association qui œuvre pour la justice climatique qui s'appelle Pachagaya, qui en a fait son logo. Mais bon, tu vois, c'est aussi le logo de la maison Versace, tu vois. Donc en fait, voilà, la gorgone, elle peut être utilisée de plein de façons différentes. J'espère qu'on va continuer à se l'approprier dans une optique de justice sociale, dans une optique de défense des femmes et des minorités. Voilà, pour le meilleur, quoi. Voilà. Pour terminer sur toi, ton alias, ton avatar, est-ce que tu te vois continuer d'être incarné par cette Méduse que tu... Est-ce que c'est un peu comme une sorte de filtre ou de masque entre toi et le monde? Tout à fait, c'est un masque de gorgone que je mets tous les matins. Et donc tu vas continuer de porter ce masque. Enfin, pour toi, tu en tires aussi une forme de... Ah, complètement. Créativité, force, indépendance. Pour l'instant, elle me convient très bien, Maedusa. C'est une bonne façon pour moi de m'exprimer sur les réseaux. Alors, la question c'est plutôt quel avenir pour les réseaux? Parce que voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui nous pend au nez là, tous les artistes et les militants qui utilisons beaucoup Instagram notamment, mais pas que, mais moi en tout cas je suis sur Insta pour militer, pour diffuser nos idées et dans une optique de résistance antifasciste. Et le problème c'est que voilà, avec l'actualité internationale et finalement européenne et nationale aussi, hein, tout ça s'imbrique, on se demande si on va pouvoir continuer à utiliser ces réseaux-là. Donc c'est plutôt ça en fait, mes réflexions actuelles, c'est plutôt de cet ordre-là, comment lutter et comment lutter quand nos armes de lutte appartiennent à l'oppresseur. Compliqué, hein, vous avez 2 heures, donc voilà, c'est ça. Mais par contre, sur le plan purement, artistique, elle me convient complètement, cette gorgone. Elle me permet de parler, mais en évitant l'écueil de faire du face caméra, tu sais, comme beaucoup de militantes féministes se montre pour le coup à visage découvert. Alors déjà, c'est malheureusement une énorme source de harcèlement en ligne, parce qu'une femme qui tient un propos, c'est déjà trop pour certains, mais en plus si elle tient un propos féministe, alors là c'est terrible. Je suis beaucoup plus protégée par mon figure de Méduse, ça excite moins les haters. Une figure de bande dessinée, j'en ai eu aussi, hein, mais je veux dire malgré tout, c'est une façon de me protéger. Et c'est une façon aussi, enfin, ça rend le personnage, c'est un peu un canevas aussi sur lequel justement peuvent se projeter diverses personnes. Si moi j'arrive, forcément, j'ai un âge, j'ai une race socialement parlant, hein, je suis blanche, je suis hétéro. Alors évidemment, ça ne se voit pas forcément sur ma figure, mais malgré tout, voilà, je vais dire, je corresponds à une esthétique de meuf hétéro lambda, tu vois. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que, et c'est complètement normal, plein de personnes ne vont pas s'identifier à moi. Et en fait, le fait de moins me montrer moi, mais de davantage montrer un personnage, c'est aussi une façon de rendre plus facile l'appropriation du propos par plein de monde. Donc pour toutes ces raisons-là, je vais continuer Maedusa pendant un moment. Par contre, sur quel canal? Alors ça, c'est une grande réflexion. Peut-être pas chez Zuckerberg, quoi. Peut-être pas chez Percé Marc, qui nous saoule vraiment à tenir des propos, enfin à s'aligner sur la ligne fasciste internationale, quoi. Super, merci. Alors pour finir cet épisode, pourquoi est-ce que c'est important qu'on continue de parler de Méduse aujourd'hui? L'important, je pense, c'est qu'on continue de parler de choses qui nous rassemblent, qui font briller ce que l'humanité a de plus beau, quoi, la solidarité, la poésie. Mais bon, si Méduse tombe en désuétude et qu'elle est balayée par d'autres figures encore plus puissantes, plus rassembleuses, enfin, c'est comme ça. Enfin, tu vois, c'est pas. On a retenu Méduse et c'est génial et c'est tellement passionnant en effet de retracer son parcours à travers les siècles, c'est super. Mais en réalité, il y a plein de figures qui ont été absorbées par d'autres. Enfin, tu vois, il y a des mythes qui sont pas passés à la postérité en fait, qui se sont évaporés ou qui ont fusionné. Et c'est pas si grave. Donc, je ne sais pas si c'est important qu'on continue à parler de Méduse, mais ce qui est important, c'est qu'on continue à parler des droits des femmes et des minorités, qu'on continue à parler de justice et de possibilités dans ce monde de rendre justice aux victimes
crimes, de violences, c'est qu'on continue à parler des rapports de domination sous une forme ou sous une autre. De toute façon, tout ça, encore une fois, est en constante métamorphose. C'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Noémie. Mais avec grand plaisir. Merci à toi. Vous venez d'écouter un épisode de La nymphe et la sorcière, le podcast où les expertes d'aujourd'hui racontent les héroïnes d'hier. Je m'appelle Servane Ardouin-Delorme et vous pouvez me retrouver à la réalisation, à l'écriture et au montage de cet épisode. La musique que vous entendez au générique a été créée par Mathilde Desanges, les recherches documentaires ont été effectuées par Laetitia Port-Louis et les illustrations réalisées par Morwena Descotes, alias le Palais des Courants d'Air sur YouTube. Une sacrée team de dames dans le podcast comme dans la vraie vie que je remercie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme où vous nous écoutez, à nous mettre des petits pouces, des likes, voire des commentaires que nous lisons toujours avec bonheur. Enfin, vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur Instagram ou sur YouTube @la nymphe et la sorcière. Merci pour votre écoute et à très bientôt.